Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette seconde partie de Toujours debout. Je viens d'être rejoint par Fabrice Epelboin, enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une plateforme qui chasse les failles informatiques. Et Fatila Brahimi, bonsoir. Bonsoir. Consultante en leadership digital et communication d'influence. Merci à vous deux de nous avoir rejoints. Dans cette seconde partie, il sera question d'un fiasco comme on en a rarement vu dans le secteur du numérique en France. Ce fiasco, c'est celui de Lucie, l'intelligence artificielle, lancée le 23 janvier dernier avec l'ambition de concurrencer les géants de la tech comme ChatGPT, une initiative soutenue par l'État français. Lucie était censée apporter une alternative transparente et open source, sauf qu'elle s'est avérée très inefficace et sujette à de nombreuses erreurs. Résultat, la plateforme a été mise hors ligne 3 jours seulement après son lancement. Alors, pour commencer cette seconde partie, Fabrice, vous faites partie des personnes qui ont testé l'intelligence artificielle Lucie. Qu'est-ce qui ne marchait pas concrètement avec cet outil qui plaçait quand même la barre de ses ambitions assez haute ? Alors, ce qui ne marchait pas, c'est qu'on a donné à goûter un gâteau alors qu'on en était au stade où on avait mélangé la farine et les œufs, sans même avoir mis déjà ne serait-ce que du sucre. Et donc forcément, c'est un goût dégueulasse. Ça ne présage en rien du fait que le gâteau va être dégueulasse, juste on est au tout début. Et c'était une très mauvaise idée de donner un accès aussi précoce à une technologie qui n'était absolument pas prête pour être mise sur le marché, surtout après l'immense fiasco de Gemini, la fameuse IA de Google qu'on lui demandait dessine-moi les pères fondateurs de la nation américaine, dessiner 2 Noirs et 2 Indiens, et qui aurait dû quand même alerter sur le fait que mettre sur le marché, même en démo, une technologie de ce type-là, c'était une très mauvaise idée en matière de communication. Mais ce n'est pas un fiasco en tant que tel, c'est vraiment une gigantesque erreur de communication qui s'inscrit dans une série de fiascos qui sont pour aussi dire des scandales, mais ça n'a rien à voir. Quant, c'est un scandale. Le cloud français souverain de type Numergy, qui date un peu, c'est un scandale. Le cloud souverain, mais en fait de confiance, qui n'est guère que du cloud américain repackagé par Thales et compagnie, c'est un scandale. Là, c'est un fiasco de communication. C'est pas un fiasco technologique. Il est bien trop tôt pour juger de la technologie. Et de toute façon, les cartes ont été rebattues par les Chinois, donc c'est juste un fiasco communication. Est-ce que vous pouvez quand même nous donner quelques exemples de réponses on a pu le voir dans la presse que l'IA n'arrivait pas à calculer. Oui, mais ChatGPT, au tout début, n'arrivait pas à calculer non plus. C'est un problématique classique auquel se heurtent les IA un peu jeunes. Ça n'a rien d'affreusement choquant. Ça faisait rigoler tout le monde quand ChatGPT est sorti et ça a permis à énormément de gens de se sentir rassurés par le fait qu'ils n'allaient pas être dépassés par ChatGPT. Mais 6 mois plus tard, ils réalisaient que, en fait, si. Donc, c'est encore une fois normal d'avoir un produit qui réagit aussi mal à des questions comme 2 multiplié par, entre parenthèses, 5 plus 1, et qui ne soit pas capable de calculer ce qu'un élève de 5e sait très bien faire, d'avoir une intelligence artificielle qui ne trouve rien d'anormal à ce que les vaches pondent des œufs. C'est normal à ce stade. Il aurait fallu soit avoir un luxe de précaution pour expliquer le degré d'immaturité du projet qui s'inscrit dans le temps long, et elle est censée être à moitié aboutie d'ici 1 an, soit ne pas le sortir, et c'est vraiment parce qu'il y avait un agenda et un objectif de communication qu'ils ont sorti ça, et qu'effectivement, ça a été un four complet. On a vu sur Twitter un internaute quand même qui a demandé à Lucie d'imiter à sa demande Adolf Hitler. Est-ce que ChatGPT... on avait quand même l'impression qu'il se posait des limites, même au début de son lancement. Mais ça peut être intéressant d'émuler Adolf Hitler, ça dépend de ce que vous en faites. Il y a Google qui a sorti une IA qui s'appelle Notebook, qui permet, à partir d'un corpus réduit, de créer un chatbot dédié à ce corpus réduit. Si vous voulez étudier une personne, quelle qu'elle soit, Hitler ou un autre, c'est un outil extraordinaire, absolument extraordinaire. Il n'y a aucune raison qu'un chercheur ne puisse pas interroger Hitler à travers un chatbot. Évidemment, c'est sûr que si vous transformez un chatbot qui n'a pas eu les sécurités qu'il faut, parce que sinon, dans un chatbot grand public, effectivement, on met un minimum de sécurité de ce type-là, ça ridiculise le projet. Mais c'est normal, encore une fois, à ce stade. Il n'y a pas de sécurité, ce n'est pas ce qu'on met dès le démarrage d'un projet. On est vraiment en train de juger d'un gâteau au goût peuvent avoir des œufs mélangés à de la farine. Et effectivement, ce n'est pas bon.
Fadila, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce presque fiasco de Lucie ? Je rejoins parfaitement l'idée de Fabrice de dire que c'est un fiasco. Je pense qu'on a un peu abusé en fait des termes. C'est pas une fin en soi. En revanche, oui, l'entrée, on va dire, quelque part en scène est effectivement assez décevante. Elle est décevante, mais il faut bien comprendre, et Fabrice l'a dit aussi tout à l'heure, c'est que toute start-up a besoin en fait aussi, lors du développement, on va dire, d'une innovation, d'une phase, on va dire, également d'expérimentation et de montée, on va dire, en puissance au fur et à mesure. Et c'est parfaitement aussi le cas, notamment des IA, puisqu'elles ont besoin d'être entraînées. Et rappelez-vous, il y a un an, ChatGPT générait des images et vous aviez 6 doigts, 3 pieds, des choses comme ça. Bien, ouais. Donc c'est bien grâce à l'utilisation massive et de l'entraînement de cette IA qu'elle est devenue aussi performante. Or, ce qui s'est passé là, je pense en fait, alors je suis d'accord que c'est une erreur évidemment de communication, je vais essayer de préciser. Je pense en fait qu'il y a eu une pression de l'agenda parce qu'on sait que le mois prochain, c'est le mois, on va dire, du summit sur l'IA en France et que peut-être qu'il y avait cette pression de sortir en fait justement Lucie et que elle n'a pas été en fait accompagnée d'un message qui serait celui, par exemple, déjà de dire qu'ils sont dans une phase, on va dire, d'observation et de test, et qui, dans cette phase expérimentale, peut-être de faire avec un groupe assez limité. C'est d'ailleurs la communication qu'ils ont eue d'ailleurs après coup, et du coup, ça a augmenté en fait le côté déceptif. Parce qu'il y avait aussi une attente pour pouvoir l'utiliser au moment où finalement le marché aujourd'hui n'est pas vierge. C'est-à-dire que vous faites un micro-trottoir aujourd'hui, vous dites IA, tout le monde a entendu parler de ChatGPT. Peut-être que tout le monde ne l'a pas utilisé, mais on n'est pas non plus sur un marché. J'ai pas un seul de mes élèves qui n'utilise pas ChatGPT. Voilà, c'est ça. Donc donc forcément, il y a une attente qui est forcément plus importante et une exigence. Et puis alors si on ajoute la couche French Touch, c'est-à-dire oui, des Français... c'est pas une start-up, c'est ça aussi qui fait voilà, que... juste, je dirais aussi, nous avons quand même, il faut quand même aussi le reconnaître, nous sommes quand même extrêmement critiques aussi en France, ça fait partie aussi de notre... Oui, après, il y a un nombre de fiascos, mais là, oui. de scandales qui fait qu'on s'attend par défaut à un scandale, ce qui n'est pas le cas. C'est un projet Ariane fait avec 2 bouts de ficelle. C'est-à-dire qu'on a un consortium d'une quinzaine de boîtes qui sont venues aller grappiller quelques millions dans les caisses de l'État, dans le projet France 2030, là où les Américains comptent en milliards, et là où les Chinois viennent d'arriver et introduisent un modèle d'intelligence artificielle qui fait, avec quelques millions, ce que les Américains arrivent à faire avec quelques milliards. On peut dire quand même que la France est à un retard. Non, on n'est pas en retard, on est complètement en jeu. Alors là, je pense justement que c'est très important de dire qu'on n'est pas forcément en retard, qu'on a des talents. Mais on a quand même 40% en fait de nos talents qui partent à l'étranger parce qu'on ne sait pas aujourd'hui. Et 40% qui sont employés en France par des entreprises américaines payées par le Crédit Impôt Recherche. Donc on n'est pas en retard, on n'est pas dans le jeu. On a un problème tout simplement aujourd'hui face à des Américains et notamment, alors les Chinois, c'est surtout en fait un investissement, c'est l'État qui est extrêmement impliqué, mais aux États-Unis, il y a un hyper investissement qui est inexistant en fait en Europe et qui est trop faible en fait. DeepSeek, qui est la start-up chinoise qui a mis sur le marché il y a quelques jours une intelligence artificielle qui est à peu près au niveau de la dernière version de ChatGPT et qui a nécessité un investissement de l'ordre de 5 millions, ce qui est ridicule par rapport à ChatGPT qui a déjà mangé plusieurs milliards. Rebat complètement toutes les cartes, absolument toutes les cartes. Et alors par contre, moi j'ai un optimisme un peu plus pragmatique, Brice, c'est que je sais qu'on a raté complètement le champ des médias sociaux, enfin du web social, mais qu'aujourd'hui tout se joue en fait aujourd'hui sur l'IA et on a quand même... Ah non, on a raté la crypto, on a raté les médias sociaux. Mais nous avons quand même des entreprises aujourd'hui, que ce soit dans le cloud ou dans l'IA. D'ailleurs, dans les médias aujourd'hui, j'ai beaucoup vu que Lucide était la première IA française, alors que c'est faux, il y a Albert et il y a Mistral. Mistral, c'est Microsoft maintenant. Donc on est toujours sur ce même problème de colonialisme américain. Oui. On va reparler de l'aspect géopolitique un peu de ces intelligences. Oui, vous dévancez mes questions. C'est pas très grave. J'aimerais juste qu'on revienne sur Lucie. Et vous, Fabrice, vous avez tenté de remonter la chaîne de création et de financement de Lucie. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu à l'origine, j'avais fait un pari avec Eugénie Bastier que le journalisme allait être remplacé par l'intelligence artificielle.
Et donc, j'ai vu les réactions, notamment du JDD, je crois, du Figaro, suite au fiasco du lancement de Lucie. Et c'était vraiment un article de type React, haha, regardez, machin sur Twitter a dit que, machin sur Twitter a dit que. Et donc, je me suis mis à poser quelques questions, un peu orientées, à Grok au sujet de Lucie, pour très concrètement repérer qui était derrière Lucie, qui était derrière ce consortium, et quels étaient les acteurs privés qui, dans ce consortium, posaient question. Et je suis arrivé très rapidement à un acteur qui fait du calcul de toxicité des contenus en vue de faire leur modération, c'est ce que les Américains appellent la censure en ce moment, et qui fait partie des acteurs de ce consortium qui ont été grappillés quelques sous-sous dans nos popoches, à nous, pour un programme qui, a priori, n'a strictement rien à voir avec le calcul de toxicité ni quoi que ce soit. On est vraiment dans le cas typique d'un consortium français qui va aller prendre de l'argent à l'État et servir les copains. Et au milieu de tout ça, y a des gens qui, a priori, sauf ce qui nous démontre le contraire, n'ont rien à faire là-dedans, et font partie quelque chose qui ressemble quand même à un savoir-faire en matière de censure automatisée à travers l'intelligence artificielle, qui est un sujet sur lequel je travaille en ce moment, et qui a fait un petit buzz médiatique il y a 15 jours quand Mark Zuckerberg a annoncé la fin de la censure et que des grands acteurs de la Silicon Valley ont commencé à expliquer ce qui s'était passé sous l'administration Biden avec la censure des réseaux sociaux. Fadil, est-ce que vous voulez réagir au trade de Fabrice ? Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, je l'ai absolument pas vu. Sur le détail, sur le financement, oui, exactement, en fait, c'est un peu pour ça que tout à l'heure, je vous ai aussi parlé des autres IA. C'est que la particularité, là, c'est que c'est une initiative d'État et c'est, on va dire, une collaboration entre le privé et le public. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a d'autres choix quand on n'a pas des hyper-investissements ? Aujourd'hui, de considérer les Chinois nous montrent que oui. Avec 5 millions, tu bats ChatGPT. Donc, à l'évidence, les Chinois... Et c'est une start-up, DeepSeek, c'est pas... C'est-à-dire sans intervention de l'État. Sans intervention Mais de là, l'État. en fait, c'est une des propositions, parce que l'idée, en fait, aussi, c'est de faire aussi avancer aussi le développement, et avec une vocation publique. Les la vocation de Lucie, c'était pas à destination des entreprises comme Mistral, ou à destination de l'administration comme Albert, c'était à destination du grand public. Non, ça peut servir à n'importe quoi, ces trucs-là. Oui, bien sûr, mais Chinois c'est le public visé. Ah oui, ils visent ce qu'ils veulent. Le truc, c'est que le domaine de recherche dans lequel on investit, dans lequel les Américains ont annoncé le plan Stargate, qui consiste à mettre 500 milliards de dollars sur la table, les Chinois viennent de montrer qu'avec 3 queues de cerises et des ordinateurs qui datent d'il y a plusieurs années, ils arrivent à faire aussi bien qu'OpenAI et ces milliards. Donc au milieu de tout ça, on a des Français qui suivent le modèle technique des Américains avec quelques millions. Du coup, on a la réponse, en fait, quelque part, d'une des solutions aujourd'hui. C'est copier les Chinois. Aujourd'hui, comment ? Copier les Chinois. C'est que justement, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, vous, de cette réplique chinoise, du coup, qui a lancé la Chine qui a lancé son robot conversationnel DeepSeek, comme on vient d'en parler. Qu'est-ce que vous en pensez de cette réplique chinoise ? Alors cette réplique chinoise, il ne faut pas oublier aussi qu'elle-même, elle est dépendante en fait également d'entreprises en fait étrangères et notamment américaines. Donc elle est pas totalement indépendante. C'est-à-dire dans son développement. Non, c'est une start-up chinoise de 20 ingénieurs avec 5 millions de funding. 100% chinois. Ce 100% n'est chinois. absolument pas ce que j'ai lu et dans mes recherches. Donc peut-être que non, c'est vraiment... Mais toujours drôle, est-il que aujourd'hui, je ne sais pas du tout si ce modèle en fait est complètement adaptable en France et notamment en Europe. Et aux États-Unis. Ouais, c'est plus sur l'aspect diplomatique, en fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les Chinois ont pris une autre approche du fait qu'ils n'avaient pas accès aux processeurs. Les Américains ont mis des embargos sur les modèles les plus performants des puces, notamment celle de NVIDIA, qui s'est effondrée en bourse et alors, aujourd'hui. NVIDIA, c'est quoi ? Et ils ont pris des vieux modèles de processeurs et ils ont entraîné leur IA avec un budget qui a l'air important comme ça, mais 5 millions de dollars, c'est rien du tout dans le monde de l'IA, avec une approche technique totalement différente, et ils arrivent à des résultats similaires à OpenAI, qui a un accès infini et à l'argent et au calcul, avec 3 queues de cerises et 20 ingénieurs. Donc ils sont en train de... C'est un peu un moment Spoutnik dans la course à l'espace. Tout d'un coup, les Américains qui sont persuadés d'être les leaders du spatial entendent un petit bip qui tourne autour de la Terre et qui leur montre que les Russes sont capables
d'envoyer un satellite en orbite, alors qu'ils n'en sont même pas au stade où ils peuvent envisager d'envoyer un satellite. On en est là, ça date d'il y a 2 jours, ça a provoqué un séisme et je crois $1 trillion de perdus sur la bourse, le cours d'NVIDIA a décroché de 13-14%. Et là où les Chinois sont des Chinois, c'est qu'ils ont une approche, on va dire, communiste, au sens où le logiciel chinois, c'est de l'open source. Et mieux que de l'open source, c'est du logiciel libre. C'est-à-dire que c'est un bien commun. Du coup, vous, moi, enfin, pour peu qu'on ait les compétences techniques, on peut prendre ce code et l'utiliser pour notre projet. Donc on pourrait tout à fait imaginer que Lucie, ça sera probablement pas le cas, mais balance son code, ou qu'un concurrent de Lucie destiné à l'éducation nationale prenne le code chinois, l'entraîne sur des problématiques propres à l'éducation nationale pour en faire un chatbot dédié à l'éducation, et deviennent extrêmement performants en l'espace de très peu de temps avec un financement ridicule. Et ce que OpenAI ne peut pas faire parce qu'on n'a pas le code. Le code de Llama, de Meta, lui, est open source, mais demande une puissance de calcul de fou furieux, et donc a un coût qui est gigantesque, alors que les Chinois, vraiment, a un coût très raisonnable. Donc on est vraiment là, en ce moment, dans une redéfinition avec tous du les jeu. biais qui vont aussi avec. Parce que je ne sais pas du tout aujourd'hui si la totalité en fait, du code est accessible. Si. Oui, mais à chaque fois qu'on nous dit que tout le code est accessible, très souvent, en fait, il est daté et pas forcément remis à jour. Tous les spécialistes de l'IA dans la Silicon Valley ont récupéré le code, l'ont fait tourner, et là, sont en train de témoigner que oui, c'est bluffant, et donc ont étudié les moindres détails du code. Non, le code est public, et vous pouvez le faire tourner chez vous sur des machines qui sont vraiment à la portée du grand public, quoi. C'est impressionnant. Vous voulez rajouter quelque chose, Radila ? Non, parce qu'en fait, en plus, c'est une annonce qui vient de paraître. Je ne suis pas forcément... Voilà, donc, il faudrait avoir un peu plus de recul sur cette option. Et alors, je suis peut-être has-been ou peut-être utopiste, quoi que ce soit, mais moi, je reste quand même aussi convaincu qu'il faut aussi défendre le Made in France, et qu'aujourd'hui, nous avons aussi des entreprises en fait, qui ont besoin, en fait, et des talents qui ont besoin aussi d'être supportés. Je ne sais pas s'il serait heureux de le dire, aller copier en fait, le code en fait, des Chinois. Ouais, c'est pas le code des Chinois, c'est un bien commun. C'est un bien commun. C'est pas le code de... Oui, mais c'est pas eux qui l'ont créé, ce code. Non, mais ils peuvent le récupérer et à partir de ça, construire leur propre code et d'aller dans une direction qui serait autre que celle des Chinois, ou envisager des partenariats avec les Chinois. Il faudrait poser en fait la question en fait à l'ensemble de ces startups pour savoir on a l'impression que l'Europe est quand même à la traîne, même si vous avez l'impression que... Ça en est hors-jeu. Alors, en fait, le problème de l'Europe, c'est qu'on arrive en fait à un moment, je pense, extrêmement important, le Kairos, un moment décisif et opportun, pour sortir de ce rôle de super régulateur, parce que sinon, c'est terminé, parce que réguler, c'est bien, mais investir, c'est quand même indispensable. C'est déjà tiré une balle dans la tête. Et c'est le cœur, en fait, aujourd'hui, en fait, des questions. Là, les questions, finalement, on peut parler de code et de puissance pendant très longtemps, en fait, mais la vraie question, c'est le financement. Et la régulation là-dessus. Bien sûr, la régulation, voilà. C'est pour ça que je dis la régulation, on a fait déjà, en fait, ce travail-là, en fait, en Europe. On peut améliorer, on peut aujourd'hui aussi le défendre vis-à-vis, en fait, on en parlait tout à l'heure. Le RGPD, oui. Avec les derniers décrets de Trump, c'est un gros pied de nez, ça c'est sûr. C'est plus qu'un pied de nez. Voilà. Toutes les installations cloud montées ces dernières années dans le CAC 40 comme dans l'administration française se retrouvent dans une zone totalement illégale. Mais on ne va pas pouvoir changer du jour au lendemain. Avec la loi MiCA, qui est la loi qui régule les cryptos, on a toute l'industrie de la finance qui a déménagé aux États-Unis. C'est fini. Totalement fini. Je vous passais, mais on a fait des choix qui sont suicidaires sur le futur de la finance sur le continent européen, qui sont suicidaires sur le futur du cloud sur le continent européen. Sur l'IA, oui, non, je ne suis pas optimiste. Oui. Ah non, mais j'ai bien dit, en fait, ça c'est un positionnement aussi que je veux avoir, parce que sinon je vais avoir un discours catastrophique en disant que c'est terminé. Moi, je pense que c'est pas terminé, mais qu'en revanche, aujourd'hui, nous sommes dans une période extrêmement décisive. Oui, c'est important de rattraper le retard. C'est pas que rattraper le retard, c'est de prendre vraiment, en fait, de grandes décisions concernant, en fait, l'investissement et d'avoir un plan, en fait, à moyen et long terme, et que en
En l'absence de cela, effectivement, ça sera extrêmement difficile parce qu'on pourra avoir les meilleures compétences, les meilleurs talents, les meilleures entreprises. On sait que déjà, en fait, nous avons 40% des talents déjà qui partent à l'étranger. C'est pas une politique, par exemple, de rétention qu'il nous faut, mais peut-être une politique, en fait, de ce qu'on appelle de onboarding. C'est comment, en fait, faire revenir, en fait, aussi ces talents. Mais ils ne reviendront pas si, en fait, derrière, il n'y a pas une promesse aussi attractive et qui soit pas uniquement alléchante sur le fait de valoriser uniquement les talents, mais que ça corresponde, en fait, à leurs valeurs aussi. Voilà. Fadila, Fabrice. Quand tu vois le décalage des salaires, tu te dis que... Ça, je suis complètement d'accord, mais il faut quand même aussi émettre aussi des solutions, et des solutions qui permettent aussi... Et maintenant, et de dire que si on ne passe pas ce cap-là, effectivement, ça va être extrêmement catastrophique, et ça l'est déjà, parce qu'on a perdu déjà en fait la première bataille de la souveraineté technologique dans les temps passés, et les deux batailles sur la crypto, et que maintenant, aujourd'hui, on a le cloud et l'IA qui sont devant nous, et c'est pas pour après-demain, c'est maintenant. C'est maintenant, oui. Sur cette question d'intelligence artificielle, j'aimerais bien qu'on écoute notre économiste maison, Thomas Porcher, qui a son idée sur comment le public et la population peut s'approprier l'intelligence artificielle et se préserver qu'elle ne devienne un jour l'instrument privilégié des capitalistes. On l'écoute. En fait, de quoi a besoin l'IA ? Elle a besoin de financement. Trump les donne, et le privé, la recherche académique américaine leur a donné un certain nombre de résultats dus à des financements publics. Et sur le développement des IA, ce sont des financements privés, l'argent coule à flot et l'argent n'est pas taxé en plus. Deuxièmement, c'est l'orientation de l'IA. Où est-ce que tu veux l'orienter ? Est-ce que tu veux l'orienter, par exemple, sur la médecine ? Ou par exemple pour qu'elle vienne en appui dans certains travaux un peu difficiles, ou est-ce que tu l'orientes pour qu'elle remplace des travailleurs et donc qu'elle baisse le coût et qu'elle profite à une minorité qui sont les actionnaires ? Là-dessus, il n'y a pas de réponse. Et les gens qui ont des IA, leur but, c'est pas de changer le monde, comme ils nous le disent à chaque fois, ils nous le disent avec Internet, leur but, c'est de faire du profit. Et nous l'avons vu, là. Ils étaient démocrates, ils sont avec Trump. Tout est une question de profit. On voit que Elon Musk, il a du mal à être contre complètement la Chine parce qu'il y a des débouchés pour ses Tesla et ainsi de suite. Donc la seule boussole, c'est l'argent. Et la dernière chose, c'est les réglementations. Parce que, en fait, partout où il y a de la réglementation, l'IA, elle devient moins forte. Si vous interdisez la reconnaissance faciale dans l'espace public, ce qui est le cas en Europe, nous sommes sensibles à ça, et ben l'IA, elle s'entraîne moins. Si nous protégeons les données publiques et les données privées, l'IA, elle s'entraîne moins. Dans les pays où il y a des autocraties, par exemple la Chine, un pays plus autoritaire, et ben là, vous avez de la reconnaissance faciale partout, de l'utilisation de données publiques et privées, et les IA, elles deviennent de plus en plus intelligentes, elles s'améliorent. Donc il faut faire vraiment attention au type d'IA que nous voulons, et si nous voulons ce type d'IA qui va respecter les données de vie privée, qui va s'orienter pour améliorer la vie et pas pour attaquer une partie des travailleurs, et qui serait financé en partie par l'Europe sous fonds publics, et peut-être après, moi j'irai plus loin, de l'amont à l'innovation jusqu'au développement, il faut qu'il y ait toujours des fonds publics pour en garder une contrôle, pour éviter d'avoir un Elon Musk européen qui devienne complètement taré. Et si nous avions ça, eh ben effectivement, nous aurions une IA de concurrence, et même si l'IA américaine et l'IA chinoise est plus forte, ben rien ne nous empêche de l'interdire, de la modérer. Fabrice, je vous ai vu froncer les sourcils pendant le... Ouais, on n'est pas sorti des ronces. Alors, par où commencer ? La reconnaissance faciale s'est installée en France depuis 2015. C'est un projet qui a été lancé par Bernard Cazeneuve, et vous en avez dans plus de 200 villes de France, et pas des moindres. Marseille est équipée. C'est illégal, on est d'accord, mais on s'en fout. On n'est pas dans un état de droit. Et à un moment, il faut se réveiller. La surveillance de masse, ça a été lancé par Nicolas Sarkozy en 2007, alors qu'il était ministre de l'Intérieur, légalisé en 2017. Ce qu'on a vu avec cette tentative maladroite de légalisation, soi-disant expérimentale à l'occasion des Jeux Olympiques, c'était, comme pour la surveillance de masse, une tentative de légalisation a posteriori. Donc que ce soit en Chine ou en France, ça ne change rien. L'important, c'est d'être dans un état de droit qui applique ses lois. Donc entre la Chine, qui n'a pas de loi pour interdire ce genre de choses, et la France qui en a, mais dont personne n'en a rien à foutre, ça ne change rien. Ensuite, il y a un fondamental dans les technologies qui échappe totalement à M. Porcher, c'est le concept de logiciel libre et de création de biens communs par le code, et de capital commun qui augmente au fur et à mesure qu'on l'utilise, parce que le principe du logiciel libre, c'est que si vous l'utilisez et que vous l'améliorez pour vos propres besoins, vous reversez au pot commun cette amélioration, et donc vous augmentez le capital commun. Ce qui change radicalement les jeux, et qui pourrait introduire une lecture marxiste des technologies, que j'affectionne particulièrement, si les économistes s'intéressaient aux technologies plutôt que d'y coller
d'essayer désespérément de mettre des ronds dans des carrés. Donc la situation n'a absolument rien à voir avec ce qui est décrit, et c'est essentiellement lié au fait qu'il n'a pas compris ce que c'était que l'IA, il n'a pas compris ce que c'était que le code, il n'a pas compris ce que c'était que le logiciel libre, il n'a pas compris quels étaient les objectifs d'Elon Musk, qui n'est pas de gagner de l'argent, sinon il serait comme Jeff Bezos sur un yacht en train de se l'adorer. Le mec travaille 24/7, il dort dans son bureau. Son objectif, c'est pas de faire du pognon, c'est d'aller sur Mars. Alors oui, c'est un fou, mais son objectif, ça n'est pas de devenir l'homme le plus riche du monde, c'est fait. C'est d'aller sur Mars. Et tant qu'on aborde le monde avec autant de préjugés, on ne peut pas l'analyser. Fadila, vous êtes d'accord avec Fabrice sur ce point-là? Alors, je suis globalement d'accord. Je voulais juste dire que nous étions quand même d'accord avec l'économiste, au moins, puisqu'il a commencé par parler d'investissement, qui était notre dernier terme. Les Chinois, avec 5 millions, arrivent à faire des trucs incroyables. Donc, même l'investissement, c'est plus vraiment une variable. Fadila répondrait. OK. Moi, je reste persuadée que c'est un des chaînons manquant, en tout cas en Europe. Et l'autre point, c'est que, en fait, on a tendance à parler d'IA un petit peu tort et à travers, et que ça devient en fait un mot finalement, un concept, quelque chose. Et dedans, en fait, il y a beaucoup de choses. Vous savez, les IA, ça fait très longtemps qu'elles sont là. Je ne sais pas si vous avez un iPhone et que vous utilisez Siri, c'est une IA mais faible. Bon, c'est une forme IA, voilà. Donc l'IA, elle est là en fait, voilà. Et puis après, vous avez en fait des IA qui, et d'ailleurs tout le monde a dû utiliser au moins un chatbot à un moment donné. Vous avez des IA qui sont associées en fait à des logiciels effectivement, puis après nichés dans des spécialités. Et puis quand on parle de ChatGPT, on appelle ça en fait des IA génératives, celles qui génèrent en fait du texte, qui génèrent des images, des vidéos, etc. Donc et donc là tout à l'heure j'ai entendu un petit peu toutes les IA sans, on va dire, distinction, parce qu'en fait il y a aujourd'hui des enjeux qui sont différents également en fonction des IA. Par contre, je sais qu'aujourd'hui, il y a des experts qui ne sont absolument pas d'accord sur l'estimation des dates, mais que vraisemblablement, ce qu'on appelle la super IA, qui deviendrait générale, arriverait en fait très bientôt. Mais on croit davantage aujourd'hui à des IA, et je crois qu'il a parlé de ça, qui seraient spécialisées en fait dans des domaines en particulier. C'est d'ailleurs peut-être une des clés de réflexion. À l'entraînement d'une IA qui, elle, est générique. Voilà. Donc, par exemple, des IA... entre des IA qui seraient... Juste termine. Des IA qui sont spécialisées, par exemple, dans le droit, des IA qui sont dans l'IA, et puis on peut, dans la santé, et on peut entrer, en fait, ensuite dans la granularité. Hein, mais, et donc, et pas forcément aujourd'hui, le ChatGPT qui apparaît pour le moment, en fait, une espèce de IA... un petit peu général, qu'on utilise peut-être déjà, peut-être pas très très bien d'ailleurs, qu'on pense en fait que c'est une sorte de remplacement, on va dire, du moteur de recherche. Mais nous allons avoir aussi de gros enjeux qui vont en fait se déployer de la sorte. Voilà, très rapidement, parce que je ne veux pas rentrer un petit peu aussi trop dans les détails. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à la question. Non, c'était très pertinent. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, je crois qu'on a fait le problème pour poser un diagnostic qui soit économique, social ou quoi que ce soit sur les technologies, c'est qu'il faut commencer par comprendre ces technologies. Et en plus, venant d'économistes de gauche, et très à gauche, passer à côté de la dimension ouverte du code et du côté propriété commun, alors que c'est vraiment la transcription quasi à l'identique des théories marxistes dans l'art et la manière de faire le code. La seule différence entre Marx, qui n'a pas trop marché dans la vraie vie, et le logiciel libre, qui constitue l'essentiel du code qu'on utilise au quotidien sans s'en rendre compte, c'est que c'est très compliqué de dupliquer les pains. Depuis Jésus, on n'a pas retrouvé la façon de le faire, alors que dupliquer du code, c'est du copier-coller. Donc c'est beaucoup plus facile de partager un bien commun qui se copie-colle. Mais c'est super compliqué d'expliquer aussi le bien commun. C'est très compliqué à expliquer. Et l'open source. Ça fait... de dire en fait que le code est à disposition en fait de tout le monde en fait, et de toute personne évidemment qui a un peu les compétences pour pouvoir en fait l'utiliser, mais que ça rentre en fait dans un bien commun. Et c'est vrai qu'on a un petit peu du mal à comprendre en fait quelle est la valeur, quel est l'intérêt en fait de cette entreprise. Or en fait, dès lors que vous utilisez le terme open source, c'est cette idée de bien commun qui est derrière. Alors, en fait. Open source, c'est plus bizarre. Open source, c'est l'invention de Microsoft qui a consisté à dire bon, vous pouvez regarder le code, mais j'en reste propriétaire. Oui. Le vrai open source, c'est le logiciel libre, où là, la propriété du code est un bien commun. Tout à fait. Il y a une embrouille de Microsoft. On ne va pas faire des batailles de termes. Mais d'un point de vue économique, c'est fondamental. Et le problème pour appréhender ça, c'est qu'on a les startups les plus ultra-capitalistes de la planète, Facebook, qui reposent pour l'essentiel sur du code libre.
et donc qui contribuent elles-mêmes à l'amélioration de ce capital commun. Et c'est vrai que si on arrive avec des gros sabots en disant c'est des salopards de capitalistes, donc tout ce qu'ils font est orienté profit et capital, on passe à côté d'un truc qui est absolument essentiel. Parce que autant le marxisme et le capitalisme se sont opposés dans l'histoire, et dans toute l'histoire qu'on connaît, autant dans le monde du code, pas du tout. Ça fonctionne en parfaite synergie. Et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre avant de poser une analyse économique sur la problématique de la technologie et de l'innovation. J'aimerais qu'on passe maintenant à le X, le grand sujet en ce moment, X, Elon Musk, Donald Trump, etc. Il y a un affrontement qui pourrait se dessiner entre X et les nouvelles plateformes d'exil de ceux qui quittent le réseau social du milliardaire américain, comme par exemple les plateformes Blue Sky. Est-ce que vous saluez ces alternatives ? Les alternatives, j'ai envie de dire, on les salue de toujours. De toute façon, d'une manière générale, la pluralité est toujours en fait bénéfique. Le problème, c'est aujourd'hui, c'est que je pense qu'en fait, qu'il y a beaucoup de confusion et de troubles. Déjà, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas saisi en fait que l'ensemble des big tech est en train de s'aligner en fait dans une vision en fait, notamment je dirais de la liberté d'expression à l'américaine, et qu'elle est en train de nous l'imposer. Et donc penser que de passer d'une plateforme à une autre, les choses en fait vont changer. On va juste passer en fait un système algorithmique et avec des biais idéologiques, tout simplement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cet alignement idéologique qui est en train de se produire pour revenir rapidement sur... Ils se positionnent clairement, on va dire quelque part, pour reprendre un peu les termes, c'est d'être anti-woke, et que, in fine, toutes les pressions qu'il y a pu avoir jusqu'à présent, culturelles, autour de la diversité, nécessitaient en fait énormément, on va dire, de régulation. Et en plus, notamment au niveau, si on prend l'esprit européen, c'était aussi une régulation sur les propos et pas forcément sur les actions. Et qu'aujourd'hui, ils ont plus envie de, en fait, tout simplement se plier en fait à ce type, on va dire, ils ont plus envie de s'embêter avec tout cela. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont, entre autres, ils adoptent plutôt ce qu'on appelle les community notes, qui est de transférer la responsabilité sur les utilisateurs. Donc ça, c'est un des points. Et pas seulement. Je pense que Fabrice, il va compléter, parce que j'ai vu faire la grimace. Mais bête, juste, je termine. C'est cette... ils sont en train de s'aligner. Donc, en fait, quand vous passez de X à Blue Sky, alors aujourd'hui... on va, je vais caricaturer, mais on a l'impression que X, en fait, ça va devenir la plateforme, finalement, des républicains, et Blue Sky, ceux des démocrates. Dans les faits, ce qui se passe, en tout cas pour la France, parce que je n'ai pas forcément les chiffres au niveau mondial, c'est qu'on a depuis longtemps les annonceurs, c'est-à-dire les marques qui sont parties. Donc là, il y a un problème réel de financement pour Elon Musk. Ils sont partis de X. Oui, ils sont partis de X, mais il y a longtemps, en fait, dès le rachat. Voilà. Et là, en ce moment, c'est les médias, les chercheurs. Et du coup, en fait, je me demande s'ils ne sont pas en train de créer finalement une espèce d'entre-soi où chacun va être un petit peu de son côté, en sachant qu'il y a pas mal de gens chez Blue Sky qui reviennent un petit peu sur X pour voir qu'est-ce qui se passe quand même dans la maison. Mais bon, je pense qu'on a caricaturé aujourd'hui X, comment dire, forcément, on va dire d'extrême droite, de violent et de haine. Je ne cache pas qu'il y a des messages qui sont extrêmement désagréables, mais je ne suis pas sûr en fait que l'herbe... Aussi, hein. Comment ? Non, mais c'est pour ça que je dis, je ne suis pas sûr que l'herbe soit plus verte en fait ailleurs. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est qu'on va retrouver les mêmes travers, en fait, les bots, les robots, les trolls, etc. Voilà, c'est tout. Vas-y, excuse-moi. Alors, à l'origine de tout ça, il y a une grande loi sur le numérique prévue par Donald Trump qui l'a détaillée de façon assez claire, qui a été détaillée de façon extrêmement claire par son entourage en charge du numérique, qui s'articule sur 2 points constitutionnels, qui sont le premier et le 4e amendement de la Constitution américaine. Le premier, c'est la liberté d'expression à l'américaine, et l'obligation pour l'État de ne pas interférer dans la parole du citoyen. Et le 4e, c'est le droit à ne pas subir une perquisition. C'est un peu la défense de la vie privée, mais qui date d'il y a 250 ans. Et c'est l'interdiction pour l'État de perquisitionner de façon arbitraire un citoyen américain. Ça se traduit typiquement en ce moment par le fait qu'il n'y aura pas de monnaie numérique d'État aux États-Unis, la monnaie numérique, le fameux euro numérique, qui permet quand même de pister la moindre chose de tous les citoyens américains, européens les utilisant. Donc c'est en violation flagrante avec le 4e amendement.
et le fait d'arrêter ce qu'on appelle en Europe la modération des contenus, que les Américains voient comme une censure. Par ailleurs, les langues se sont déliées dans la Silicon Valley. Donc on s'est aperçu d'une chose qu'une majorité des Français avaient rencontrée sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a une censure qui va bien au-delà de ce qui est légal, pas légal, et qui fait que sur X, sur Facebook, moins sur X depuis qu'il a racheté, qu'Elon Musk a racheté, mais sur toutes les autres plateformes, il y a une censure à la hache qui consiste à interdire tout un tas de choses qui sont très 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 au-delà de ce que la loi interdit. Quoi ? Comme les femmes ont un vagin, il y a 2 ans, sur Twitter, le compte sautait. Alors que légalement... Sur Facebook aussi. Hein. Et sur Facebook aussi. Oui, c'était les mêmes règles. Une femme qui allait, c'était supprimé aussi. Hein. Ah non, ça c'est autre chose, c'est le côté pudibond américain. Oui, mais bon, affirmer que les femmes ont un vagin, votre compte Twitter sautait, votre compte Facebook sautait. Et ça, c'est lié à, on va dire, la guerre culturelle qui se joue sur le territoire américain et qui avait pris le dessus durant l'administration Biden sur une régulation des réseaux sociaux. Là, Trump met fin à l'histoire parce que le deal de Trump est très clair. Soit vous faites de la modération de ce type-là, et vous en avez parfaitement le droit, mais vous êtes responsable juridique des contenus sur votre plateforme. Et donc, vous êtes un éditeur. Ce qui veut dire pour une plateforme comme Blue Sky, qui sont responsables juridiques de je ne sais pas combien de centaines de contenus publiés par seconde, ce qui est impossible. Soit vous ne faites pas ce genre de choses, les contenus que vous enlevez sont strictement des contenus illégaux, pédophilie, trafic de drogue, ce genre de choses, mais certainement pas des trucs qui peuvent choquer les woke, typiquement, qui jusqu'ici étaient totalement sabrés. Et dans quel cas, vous pouvez vous réfugier sous l'article 230, c'est-à-dire l'équivalent de la LCEN en France, et un statut d'hébergeur. Vous n'êtes pas responsable juridiquement de tout ce que racontent les gens sur la plateforme. La loi, elle est très claire, elle a été énoncée de façon très claire depuis au moins 9 mois par l'équipe de Trump. Et évidemment, elle va rentrer en application dans les jours qui viennent. Elle a commencé à rentrer en application, notamment ce décret sur les monnaies numériques d'État. Les grands acteurs de la Silicon Valley qui ne se contentent pas d'écouter CNN, ils sont parfaitement conscients de ce qui arrive. Et ils ont anticipé la possibilité que Trump gagne. À partir du moment où il a gagné, ils vont tous s'aligner pour respecter la Constitution américaine, parce que jusqu'ici, il l'a violée. Et le fait qu'elle a été violée, ça on le sait depuis les Twitter Files, des agents du FBI qui mettaient la pression pour faire sortir de la plateforme tout un tas d'influenceurs républicains, ça c'est une violation du premier amendement. Alors, en France ça choque pas, mais aux États-Unis c'est gravissime. Ça veut dire que dans les mois qui viennent, on va avoir des procès, des auditions parlementaires et tout un tas de choses, et des tonnes d'agents du FBI qui vont terminer en tôle. Donc ça va donner lieu à de plus en plus de révélations sur ce qui s'est passé en termes de censure. Et j'insiste, c'est une censure que l'écrasante majorité des citoyens français ont vécu. Soit parce que vous avez osé avoir des doutes sur la version officielle du pangolin, soit parce que vous avez osé parler de Gaza sur Instagram ou sur Facebook, soit parce que vous avez osé je ne sais pas trop quel truc qui choquait, qui était considéré comme une microagression, comme de la haine, et que votre contenu ou votre compte a sauté. Ça, je pense que honnêtement, 70% de la population française a fait face à un problème comme ça. Qu'elle soit de gauche, de droite, de machin. Il se trouve que dans le spectre républicain, dans le spectre américain, c'est essentiellement les républicains qui ont été touchés. Mais rattaché au spectre français, c'est tous ceux qui ont été catalogués anti-vax, toute la droite et l'extrême droite, et toute l'extrême gauche. Sachant que ma dénomination extrême gauche est pour les distinguer des socialistes. Hein. Donc c'est grosso modo tous les gens qui gueulaient sur Gaza. Anti-vax, anti-système. Anti-vax, anti-système. Et puis, et donc, c'est d'ailleurs, vous m'aviez posé la question la dernière fois sur le plateau en me demandant si Trump était d'extrême droite, et que j'ai mis un petit mot en vous disant, je sais pas, je crois pas que ce soit ce prix. C'est plus complexe que ça. D'abord, c'est une personnalité extrêmement complexe, et qu'en plus aujourd'hui, en fait, c'est davantage en fait sur ces critères-là, en fin de compte, qu'il agit, c'est-à-dire sur cette liberté d'expression, et de vouloir en fait quelque part dénouer en fait finalement les nœuds, les freins, et donc ce qu'on va appeler censure, hein, qui serait en fait lié à ce fact-checking en amont et cette modération, et qu'ont tous appliqué. En fait. Mais aujourd'hui, on bascule aussi dans un effet inverse, en tout cas sur X, c'est qu'en fait, on utilise... Alors, il y a peut-être moins de censure, mais par contre, il y a une surexposition des informations. En tout cas, par exemple, Elon Musk, vous n'avez pas besoin de le suivre,
pour être constamment exposé en fait à ces communications. Bon, faut dire aussi. Oui, il y a 200 000 followers. Il y a 2 utilisateurs sur 3 de la plateforme qui le suivent. Donc de ce fait, il est survisible. Il est sur, voilà, et incompréhensible en plus. Et les personnes aussi que lui-même en fait valorise de facto. De facto. Donc et c'est vrai que Marc Dorsey, oui, c'est bien ça. T'as failli dire Marc Dorsey. Mark Zuckerberg. Sur Blue Sky, n'est pas très. C'est vrai que il met pas forcément sa personnalité. Mais il est plus là. Il est parti. Il s'est barré. Vu le bordel, il s'est barré. Il a jamais été en fait omniprésent comme l'est Musk. Non, mais il est passé sur Blue Sky. Il est parti très vite. D'ailleurs, là, ils sont en train de découvrir que non seulement Blue Sky va se conformer à la loi américaine, donc il va avoir exactement la même chose que sur X, mais qu'en plus, le dernier investisseur qui est rentré est un fonds d'investissement d'extrême droite. Donc, ils sont en train de s'apercevoir que Mastodon est la seule solution de repli et ça n'a rien à voir avec Twitter. Voilà, alors Mastodon qui est moins peut-être grand public parce que c'est une solution décentralisée qui est certainement pour les experts et des gens qui s'y connaissent expliquer ce que c'est, beaucoup plus en fait adapté. Là aujourd'hui, en fait, quand vous utilisez Mastodon, vous entrez en fait forcément dans un canal, on va dire, de discussion. À la différence là sur X ou sur Blue Sky, vous intégrez en fait cette plateforme, vous êtes en fait sur un canal en fait complètement commun en fait avec tout le monde. Là sur Mastodon, c'est complètement différent. Vous entrez, on va dire, dans un canal, on va dire très précis. Donc ça c'est des milliers de petits Twitter. Et c'est comme si vous aviez c'est comme si vous aviez des milliers de salons de conversation et donc vous pouvez vous abonner en fait à X salons de conversation. Donc ça change complètement votre approche en fait de l'utilisation des réseaux sociaux ou des médias sociaux d'une manière générale que la plupart des gens connaissent, comme que ce soit de Meta à X ou Blue Sky, où ils sont pas en fait habitués à ce mode, on va dire, de fonctionnement. Et puis c'est vrai que les plateformes en général, elles sont pas aussi on va dire comment on va dire, aussi sexy quelque part. Ils sont pas aussi sexy et puis c'est une constellation de petits Twitter où chaque administrateur qui installe ça sur son PC à la maison à la limite est le censeur. Et donc l'administrateur de telle instance, parce qu'il n'aime pas telle idée ou telle idée, va bloquer l'accès à telle autre instance. Et donc au final, vous ne pouvez pas faire de veille là-dessus. Vous pouvez avoir un safe space et la garantie que si vous inscrivez dans la bonne instance, vous choisissez bien la bonne instance sur laquelle vous créez votre compte, vous allez être dans un environnement où vous n'allez pas être choqué par quoi que ce soit parce qu'il y a tout un environnement qui va filtrer quoi que ce soit susceptible de vous heurter. Ce qui peut être un objectif, il n'y a pas de mal à ça. Donc quelque part, on échappe en fait quelque part à un système où on va dire, ça serait un Trump, un Musk ou un... On a un mini-Musk. Qui définirait, on va dire, oui, parce que chaque lui aussi, instance il a a sa son plateforme. mini-Musk. On va dire le système de modération et la surveillance, on va dire quelque part algorithmique, etc. Mais en fait, vous transférez en fait quelque part ce pouvoir à des personnes qui sont à la tête, on va dire, ce canal de discussion. Je suis pas sûre aujourd'hui, même si c'est une solution qu'on vanterait pour plein de choses, on va dire, notamment sur cette notion de bien commun et quelque part, mais je suis pas sûre en fait que ça soit en fait grand public, en tout cas que le grand public soit prêt en fait à basculer sur du Mastodon. Attention, je ne suis pas en train de critiquer. Ça ne peut pas être une alternative à voilà, Twitter, je ne pense pas. Chose. C'est encore autre chose. L'interface est la même, mais c'est vraiment tout autre chose, qui est vraiment pas inintéressante, mais ça ne remplacera jamais Twitter. Et on n'a pas parlé de Threads, que j'utilise pas trop. Mais qui est dans la même... Threads, c'est la copie Twitter de Facebook. Mais bon, voilà. Ouais. J'ai une dernière question pour conclure, même si je connais déjà votre réponse, mais qu'est-ce que, pour ou contre, rester sur X pour un utilisateur lambda, pas pour des journalistes ou des professionnels ? Bon, je pense qu'on va effectivement un peu se rejoindre, mais après peut-être avec des motivations différentes. Mais d'abord parce que nous, X, on se connaît tous les deux depuis des années, on a utilisé X depuis le début. On est professionnels de toute façon. Et on est professionnels de ce secteur, et donc déjà on a une exigence, on va dire déjà d'observation et de test, et ça c'est sûr et certain. Et en fait, personne fait X. Vous voulez rigoler un petit peu ? Je dis qu'aller sur Blue Sky, c'est comme retourner dans les bras en fait d'un ex-compagnon. On espère en fait retrouver en fait le Twitter des années 2010, mais in fine très rapidement on est rattrapé par les travers, on va dire quelque part qu'on a laissé derrière. Et c'est un peu ce qui va se passer.
qui peut se passer et ce qui commence à se passer, on va dire, sur Blue Sky. Donc je ne vois pas trop l'intérêt, en fait, de partir pour réinvestir dans un média social qui ressemble à quelque chose que j'ai connu, mais qui pue comme ça, dans un contexte, en fait, qui est différent. Et puis, je crois surtout que quand au départ, on était sur X, on y était justement parce qu'il y avait une pluralité, en fait, aussi des opinions, même si on peut critiquer ce qui se passait auparavant, mais on y était pour ça. On développe notre réseau, faire de la veille, etc. Et donc, moi, pour le moment, en tout cas, je reste parce que pour moi, c'est une forme de résistance aussi, de rester présente, on va dire, sur X. On n'a pas parlé de ce projet, on va dire, d'accompagnement de Hello Kitix, mais je crois qu'il y a beaucoup à dire. Ce sera peut-être parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions à se poser sur ce Fabrice, transfert. Mais bon... si on veut observer le monde, on a quand même Musk et Trump qui sont en train de reformater le monde à coups de tweet. Hein. Donc, soit vous faites confiance à la presse pour vous rapporter des propos intelligibles, ce qui est complètement suicidaire, étant donné que la presse, en dehors de dire que Musk est Hitler, Trump est Hitler, attention, c'est des fachos, à un moment, il faut peut-être passer outre et essayer de comprendre ce que disent ces gens-là. Soit vous êtes sur X et effectivement, vous avez une petite chance de vous raccrocher aux branches et comprendre ce qui se passe. Ce qui ne changera rien parce qu'on est en France, on a complètement perdu la main sur la possibilité d'avoir une action sur le monde. Mais en tout cas, on peut le voir venir. Ce qui n'est pas une obligation. Hein. C'est comme regarder les infos ou lire le journal. C'est absolument pas une obligation. C'est pas parce que vous êtes informé de l'actualité que vous pourrez faire quoi que ce soit. Vous n'aurez aucun levier. Donc c'est parfaitement légitime de vouloir se réfugier dans un univers qui est confortable et qui est pensé à des fins d'entertainment. C'est certainement pas Blue Sky parce que, là encore, je vous invite à regarder les nouveaux actionnaires. Je pense que tout le monde va déchanter très rapidement. Mais ça peut être Mastodon, ça peut être Instagram, ça peut être des choses qui sont moins violentes que X, parce qu'effectivement, X, vous êtes confronté à l'évolution du monde en continu, et elle est extrêmement violente. Et puis vous êtes confronté à la population française sans filtre, avec pour seul filtre la loi. Et on sort d'une époque où le filtre allait bien au-delà de la loi. Donc le fait de jour au lendemain de s'apercevoir que Marine Le Pen fait 42% au présidentiel et que des projets de loi qui sont tout à fait dans son programme recueillent 70 à 80% d'approbation de la population, bah, c'est pas agréable parce qu'effectivement sur X, vous le voyez. Vous avez quelque chose qui est, sans être représentant de la population, quand même beaucoup plus proche de ce qu'on trouve aujourd'hui sur Blue Sky, qui est temporaire, mais qui pour l'instant est très très dans une espèce de cocon d'entre-soi où personne ne se contredit. Oui, c'est pour ça que je parlais d'entre-soi et que ça aussi c'est terrible, je pense, pour certaines professions. Parce que quand on regarde tous les baromètres autour de la confiance ou de la défiance, on voit que ces 10 dernières années, la défiance vis-à-vis des institutions, des politiques, des médias, en fait, n'a fait que s'accroître. Et le fait simplement aujourd'hui, je pense que les médias en fait partent. Je ne sais pas en fait si tous les journalistes sont partis, mais que les médias partent de X. Je pense que ça ne fait que accroître en fait cette distanciation à un moment hyper clé. Tout à l'heure, je parlais que c'était un moment clé pour l'Europe, mais au niveau de l'IA, nous sommes cette année. On va vivre une accélération cette année qui va être, et on l'a vu déjà l'an dernier sur l'évolution, ça va être extrêmement important et important également aussi bien sur les notions d'emploi, de compétences. Ça va aller. Comment ? Et de médias. Et de médias, et ça va aller, mais vraiment à une très grande vitesse. Et donc, je trouve assez, finalement, plutôt dissonant à un moment assez clé où il va falloir quand même avoir ses yeux un petit peu partout et d'être extrêmement proactif, d'aller dans un repli. Mais l'avenir nous dira si on a raison. Hein. Merci beaucoup Fatila Brahimi et merci beaucoup Fabrice Ebelpoint pour votre expertise et votre présence sur le plateau. Merci pour l'invitation.